Vas-y. Donc, dans un premier temps, voilà, l'évolution du Lean, donc ça a commencé donc déjà dans les années 1890 avec Taylor. Donc Taylor, là, c'était plus sur le management scientifique, donc toutes les mesures de temps de cycle, la séparation du travail, donc vraiment entre les opérateurs et le management. Donc vraiment cette séparation col bleu, col blanc. Donc là, une histoire là de Taylor, c'était un peu là qu'il avait défini par exemple la taille de pelle la plus optimale pour justement que les opérateurs ils soient le plus efficaces pour déplacer du charbon, par exemple. Donc, vraiment avoir cette approche scientifique du travail. Ensuite, en 1910, bon, bah, on a eu Ford. Ford, lui, ce qu'il a mis en place, c'est surtout bah, la ligne d'assemblage avec les standards de travail. Donc, vraiment quelque chose bah, qui est répétable tout le temps, tout le temps. Et aussi l'augmentation des salaires pour que les personnes, en fait, elles puissent acheter aussi les produits, les véhicules qui étaient produits. Et puis le produit standard, bah voilà, tout le monde pouvait acheter une voiture à partir du moment où elle était noire. Ensuite, donc en les années 1920, là, donc encore une évolution. Donc là, c'est plus avec Swan sur General Motors. Donc toujours sur une ligne d'assemblage. Mais ici, on a commencé à avoir voilà, des options qu'on pouvait justement que le client pouvait réclamer. Donc voilà, pour pouvoir customiser son produit, avoir un peu de personnalisation, mais toujours produit tout ça dans une ligne de production. Et ensuite, on a eu plus donc là Toyota dans les années 1930 qui lui a amené les principes de qualité, donc avec le Jidoka. Donc là, c'était surtout eux, ils étaient experts en fait dans le métier à tisser. Et donc ils avaient mis en place un système qui, dès qu'en fait le fil du métier à tisser en fait cassait, bah, la machine s'arrêtait et on produisait plus de non-qualité. Et enfin, donc Taishi Ono, avec là bah, le développement du Toyota Production System. Donc eux, en fait, ça s'est passé donc après la Seconde Guerre mondiale. Bon, bah, ils avaient plus rien, mais il fallait voilà, qu'ils se remettent un petit peu qu'ils se reconstruisent. Donc c'est de là en fait qu'a démarré vraiment le Toyota Production System à utiliser vraiment l'organisation, enfin, pour mettre en place une organisation, d'utiliser vraiment le minimum de ressources. On dit surtout hein, le juste nécessaire. Donc en termes de voilà, pas trop de personnes, pas assez, le juste nécessaire en termes de matériel, voilà, tout vraiment gérer au mieux les équipements dont on a besoin pour produire. Et enfin, donc le lean, après, lui, le terme vraiment lean manufacturing, il s'est créé dans les années 92 avec James Womack, là, un professeur là, du MIT qui, voilà, en discutant avec ses élèves, qui étaient vraiment un peu passionnés par l'histoire de Taishi Ono, et puis qui a pensé du coup au lean, puisque ça faisait penser en fait à moins, 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 enfin voilà, de réduire vraiment au juste nécessaire tous les équipements dont on avait besoin pour produire. Donc c'est là voilà, qui est vraiment né le terme lean manufacturing. Ensuite, là, en ce qui concerne l'implantation du lean, donc ce qui est un peu paradoxe aujourd'hui entre le marché mondial et le besoin et l'organisation actuelle des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80% des entreprises dans l'industrie hein, qui font de la production de masse. Et seulement 20% aujourd'hui font vraiment du lean. Donc, production de masse, en fait, c'est avant, ben, tout le monde avait besoin d'un frigo, mais en fait, on avait tous le même frigo, par exemple, ils étaient tous blancs. Aujourd'hui, les usines, les entreprises, elles ont besoin justement d'adapter leur production parce qu'on a une nouvelle demande client donc, qui demande maintenant de la flexibilité, de la personnalisation, de la customisation et surtout des délais très courts, hein, puisque maintenant on a accès au marché mondial hein, avec les Amazon, avec maintenant le transport qui est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour tout le monde. On a accès à tout tout le temps. Donc les entreprises, elles sont obligées de s'adapter. Et aujourd'hui, le meilleur système connu à ce jour pour l'organisation, c'est le Lean. Donc ensuite, on entend voilà, beaucoup parler des outils Lean. Mais ce qui est important dans la mise en place du Lean, c'est surtout une culture Lean qu'il faut mettre en place. Donc, dans les outils Lean, bon, bah, on va retrouver ouais, les KCT, les SMED, les 5S, voilà, tout ce qui est outils. Donc, tous ces outils, en fait, si on les applique, on va dire, un par un ou de manière un petit peu séparée, oui, ça va apporter des gains, mais des gains
voilà, qui vont pas forcément, être en corrélation, entre eux, et qui vont pas, en fait, faire un réel changement, d'organisation, dans l'usine, dans l'industrie ou avec les personnes avec qui on va travailler. Ce qui est important là pour, l'installation, la mise en place du Lean, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, le soutien, le support, du top management, l'adhésion du terrain. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est faire avec les hommes, faire avec, les opérateurs, les superviseurs, voilà, vraiment les personnes qui sont, tous les jours, en train de, voilà, de travailler, de s'occuper, en fait, de tout ce qui est, valeur ajoutée, hein, ce que notre client, va payer à la fin et une architecture Lean. Voilà, je vous ai mis la maison du Lean, mais voilà, c'est pour dire que c'est toute une structure, un ensemble, en fait, qui va faire que on arrive à mettre en place une organisation Lean. Là, c'est pour entrer un peu plus en détail dans la culture Lean. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, l'architecture, donc c'est avoir, voilà, vraiment des directions, claires pour, tout le monde, hein, pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'on veut aller, quels sont, voilà, les objectifs, qu'on veut atteindre, pour pouvoir justement faire, adhérer, tout le monde. La combinaison, donc ça va être les logiques de chantier. On fait pas un SMED, par exemple, beaucoup, chez nos clients, en fait, on entend, le SMED, c'est pour faire de la capacité. Ce qui est faux, le SMED, avant tout, c'est pour, justement, s'adapter au plus près de notre demande client et produire, voilà, des plus petits lots et pouvoir faire des changements, plus de changements, en fait, dans une journée, par exemple. Donc il faut que ce SMED, eh ben, il soit en corrélation avec la demande client, soit en corrélation aussi avec, tous les équipements, qu'on va avoir dans l'usine, avec, les stocks, avec toute l'organisation des lignes. Enfin, tout ça, c'est un tout qui doit fonctionner, ensemble. Des formations aussi qui sont extrêmement importantes. Si, les personnes, elles savent pas, voilà, comment gérer ensuite l'organisation, bon, bah, oui, on fait un chantier, mais dans 3 mois, 6 mois, ça revient comme avant. Et enfin, c'est des actions, concrètes. Donc c'est, voilà, encore une fois, c'est là, être vraiment, avec les personnes, faire les changements avec les personnes, vraiment, s'assurer, beh, qu'ils comprennent bien ce qui a été mis en place, le faire avec eux. Heu, donc ça, c'est extrêmement important de faire tout ça, ouais, ensemble avec justement, bah, des opérateurs, des personnes de la production, des différents services, pour, justement partager la vision actuelle d'une usine, de l'industrie et pouvoir ensuite, bah, s'améliorer, en ayant tous la même vision là-dessus. Donc en ce qui concerne après notre retour d'expérience, bon, ce qui fonctionne pas bien, voilà, ça, c'est le manque de transparence. Donc là, c'est extrêmement important d'avoir les objectifs, par exemple, qui soient clairs, partagés avec tout le monde. Souvent, le top management, le management, ils sont toujours un peu, réticents à l'idée de dire: «Bon, bah, voilà, demain, l'objectif, c'est de faire, 50 de productivité, c'est de réduire, de, 60 les stocks». Heu, c'est pas simple, c'est sûr de l'annoncer, mais c'est important, de dire, à tout le monde, voilà, là où on veut aller, comment on veut s'organiser demain, quels sont les objectifs, quelles sont les lignes directrices stratégiques, pour justement réussir à faire adhérer, tout le monde. Pas de participation du terrain. Ça, aujourd'hui, si on fait pas, voilà, avec les opérateurs, vraiment avec les personnes qui font aujourd'hui sur le terrain, bah, ça marchera pas. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, on change l'organisation, surtout des personnes qui font. Donc, si on modifie, l'organisation du travail des personnes, qui travaillent, sans eux, c'est compliqué. C'est compliqué d'imposer quelque chose. Le manque de communication, là, c'est vraiment de surcommuniquer sur ce qu'on fait. Donc voilà, sur, les chantiers, sur les changements, qu'on met en place. Bien être aussi, à l'écoute des retours, des remarques qu'on peut recevoir pendant le changement, pendant, la démarche Lean. Et aussi une mauvaise compréhension du terrain. Donc voilà, si on comprend pas, les objectifs, si on comprend pas où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on fait ça, de rappeler un peu, ouais, du contexte, rappeler, comment c'était avant et là où on veut aller pour que ce soit, voilà, plus précis pour tout le monde. D'un autre côté, les plus, ce qui marche bien, bah, voilà, c'est quand il y a une direction qui est claire, impulsée par le top management.
c'est-à-dire qui soutient vraiment bah, les changements, les idées qui viennent du terrain, qui suivent, qui poussent, qui donnent aussi les moyens au niveau d'en dessous, donc qui donnent les moyens, voilà, qui suivent aussi le projet, qui suivent la démarche Lean, qui encouragent aussi, ce qui est important. L'installation d'une démarche Lean, c'est compliqué. On installe, enfin, certains clients, voilà, ils travaillent dans cette organisation depuis 20, 30, 40 ans pour certaines personnes. Ils ont toujours travaillé comme ça. On ne change pas du jour au lendemain une organisation. Des objectifs partagés partout, j'en ai déjà parlé. Une forte adhésion du terrain, voilà, sans le terrain, sans les opérateurs, superviseurs, personnes qui font tous les jours, sans eux, on peut rien faire. C'est impossible. Et enfin, sur communication, pareil, j'en ai parlé, mais voilà, très important de beaucoup discuter sur les différents sujets qu'on peut rencontrer, rappeler comment c'était avant, rappeler les objectifs, les directions, pour s'assurer voilà, qu'on aille tous dans la même direction. Ça, c'est extrêmement important. Ça, j'ai un peu, par rapport à ce que vous disiez, lors du dernier, Café Lean, qu'il y a beaucoup, voilà, de contraintes dans le bâtiment. Donc avec, voilà, des règles, des normes, des contraintes, la synchronisation aussi, par exemple, des différents, corps de métier là dans les chantiers, les aléas, donc les aléas du terrain, les aléas climatiques. Ça, il y a énormément voilà, de contraintes, de pénibilité ou de difficultés, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie, en fait, on va retrouver des similitudes. Je dirais pas que c'est pareil, mais on va retrouver des similitudes. Si on prend, de l'agroalimentaire, par exemple, bon, bah, on va avoir, toute la le respect, de la chaîne du froid. On va avoir, des règles dans le pharma, par exemple, des règles aussi qui sont extrêmement strictes. On change pas des processus comme on veut. Synchronisation, donc oui, dans le bâtiment, on a tout ce qui est, synchronisation des corps de métier, des temps des temps qui sont contraints ou qui sont, irréductibles. Mais, dans l'industrie, pareil, on va retrouver aussi quelque chose de similaire avec, la synchronisation des flux dans une usine. Si on reprend un exemple là d'une ligne automobile, bon, bah, là, c'est, tous les différents flux, bon, bah, les portières, les pneus de voiture, les moteurs, les carrosseries, tout ça, ça doit arriver, à un moment, précis et tout ça doit être synchronisé et dans beaucoup d'industries, on retrouve ces problématiques aussi de synchronisation. Donc voilà, anticiper en amont, bah, qu'est-ce qui doit arriver où, avoir vraiment un un mapping, on va dire, des différents flux, savoir quand est-ce que ça doit arriver, quand, à telle date. Donc voilà, c'est beaucoup, on va dire, un peu plus de gestion, là-dedans. Et les aléas, bon, comme tout le monde, on le sait, il y en a partout, tout le temps, des différents, de plus ou moins, compliqués à gérer et voilà, différents moyens aussi pour régler. Heu, je sais que dans l'industrie, il y a beaucoup cette notion de team leader. Pour justement, régler un peu tous les aléas qu'on peut avoir, dans l'industrie, pour, justement, avoir quelque chose qui tourne le plus possible de manière standard et puis quand il y a des problèmes, ben, on les gère, différemment. Donc là, le message ici, là, c'est, voilà, le lean, oui, c'est compliqué à installer, mais il y a toujours, voilà, des moyens d'adapter les principes du lean. Bien sûr, les principes, c'est des principes, mais après il faut les adapter justement en fonction, du contexte, en fonction, de l'organisation, en fonction de la maturité d'une usine, mais ça s'adapte, et il y a toujours possibilité d'installer une. Enfin voilà, les clés du succès, donc ce qui est super, super important, bah, c'est le mélange. Donc mélange avec toutes les personnes, qui vont être, concernées par un projet Lean. Donc là, on parle, voilà, surtout des opérateurs, on parle beaucoup des opérateurs, du terrain, des personnes vraiment qui font et après, en fait, on vient, récupérer donc ou intégrer les personnes, bah, qui vont participer ou qui sont nécessaires, en fait, à ce changement. Donc le RH, d'un bureau d'études, la production, la maintenance, la logistique. Vraiment là, on fait appel aux personnes qui ont justement, bah, les connaissances donc qui vont être nécessaires pour, bah, pouvoir discuter de la nouvelle organisation de demain. Donc ça, c'est hyper important. L'envie, si, personne n'a envie en fait de changer, d'avancer, de mettre en place cette démarche Lean, bah, ça marchera pas.
même si on a deux, trois personnes seulement dans toute l'usine qui sont prêts à engager cette démarche, ce ne sera pas assez. Là, il faut vraiment avoir une adhésion au maximum de tout le monde pour pouvoir justement amener ce changement, mettre en place cette culture lean. Parce que voilà, comme tout le monde le sait, on est tous bien dans nos petites zones de confort, à travailler comme on travaille tous les jours, pas forcément changer parce qu'on s'y est habitué, on s'y est fait. Donc là, c'est là en fait qu'intervient surtout le management qui vient soutenir les équipes, donner vraiment qui vient donner l'envie, qui vient voilà, soutenir, impulser toute cette démarche lean pour justement aller de l'avant et puis mettre en place toute cette culture lean dans l'industrie ou dans toutes les usines dans lesquelles on souhaite travailler. Donc voilà ce que je voulais vous dire là, sur lean dans l'industrie. Et donc là, je pense que j'avais pris un peu tes questions, Thibaut. Mets ton micro, Thibaut, ce sera mieux. Ouais, voilà, c'est mieux. Ouais, merci. Ouais, bah, c'était ça un peu l'idée, effectivement, de partir un petit peu de ce constat et de cette expérience un peu du Lean, et puis pouvoir un peu finalement débattre un petit peu entre nous sur l'aspect du déploiement du Lean. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Romain, c'est alors, c'est départ, en fait, le départ effectivement du lean dans l'industrie, c'est sur cette notion de production différenciée. On sort un peu de la partie série en disant on a une problématique à traiter qui est la notion de production différenciée qui nous oblige à réfléchir un petit peu autrement. Mais finalement, je dirais dans le contexte de la construction, peut-être on est déjà un peu naturellement dans ce contexte de production non pas en série mais plutôt différenciée. Euh, je vois qu'effectivement, tu parles effectivement en fait, il y a deux aspects, hein. Il y a le côté contexte de l'industrie qui est un peu différent de celui de la construction, et puis il y a un autre sujet qui est la notion de culture. Et, il y a peut-être d'ailleurs un lien entre les deux, hein, entre la notion de production, de contexte, et puis de culture. Et peut-être que, enfin voilà, ce que j'aimerais qu'on propose, qu'on avance un peu pour essayer de répondre un peu ensemble comment on peut faire plus vite dans la construction du déploiement du Lean? Il y a peut-être un aspect un peu contextuel. Euh, voilà, tu as parlé effectivement à un moment de notions de série, de notions de mapping, de notions aussi le fait de travailler un petit peu, de travailler ensemble. Et puis, il y a un aspect aussi peut-être effectivement de la culture managériale, hein, puisque tu as bien parlé effectivement de l'implication du top management, des notions de team leader, de choses comme ça qui sont peut-être assez présentes dans l'industrie, qui sont peut-être des notions un petit peu plus moins évidente ou moins culturelle dans le secteur de la construction, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, en tout cas, c'est peut-être essayer de réfléchir un peu ensemble. Voilà, si on avait cette fameuse baguette magique, qu'est-ce qu'on pense, on va dire, au regard un peu de ce qui s'est passé dans l'industrie? Hop, c'était plutôt dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on ferait, on va dire, pour rendre le contexte du bâtiment plus favorable au déploiement du Lean? Et puis, dans un deuxième temps, essayer de se poser la question sur la partie culture. Voilà, je sais pas s'il y en a qui souhaitent un petit peu. Voilà, je voulais lancer un petit peu le débat sur ces deux questions-là, parler déjà un peu contexte et puis parler après culture. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont, tu vois que Quentin a levé la main. Ouais, J'y vais? ouais, vas-y, ouais, Quentin, ouais. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, il y a en effet deux mondes qui sont, enfin, qui sont vraiment difficiles à comparer. Euh, Moi, déjà, s'il faut aller un peu plus vite, je changerai la nature enfin, il faut travailler sur la nature des offres et des organisations internes et externes des appels à projets ou même comment structurer l'offre du bâtiment. Parce qu'il faut pas oublier que l'industrie, même s'ils ont une multitude de sous-traitants énormes, ce qu'on peut avoir, ils sont souvent seuls décisionnaires.
Et alors que nous, on a une multitude de parties prenantes dans un projet, que ce soit architecte, BE, bureau d'études, aléas climatiques. Enfin, voilà, si on prend toutes les choses, il y a énormément de différences. Donc, faut faire gaffe à la différence entre les deux structures ou les deux industries. Et mais déjà, c'est la nature des contrats, ouais. La nature des Sur contrats des offres, quoi. Ouais. Oui, tu parles de la nature des offres, mais peut-être même de la façon dont les appels d'offres sont faits, c'est ça, et qui fait Ah que bah on oui, oui, demande de oui, manière parce que plus renforcée. Mm. on dit que par exemple, pour faire la nouvelle Renault 5, ils ont eu 4 ans de conception. Mm. Dans un appel d'offres classique, tu as 3 semaines pour répondre et encore. Et, Pendant les vacances. quand tu fais même de la conception, construction ou réalisation, ça Vincent pourra en parler mieux que moi, mais c'est très rapide. Ou Mm. en tout cas, pour décrocher le marché, c'est très rapide. Donc il faut que tu balayes quelque chose qui est quand même compliqué, un bâtiment, difficilement standardisable, hors le mode constructif qui peut tendre vers un standard et encore. euh, et avec du temps, enfin un temps minime, quoi. Donc il y a structurellement, euh, si on touche pas à la base des bases, qui est le contract management, ben ce sera difficile de mettre en place du Lean. Alors on fera du LPS, on fera du management visuel, on fera du kitting, mais ça arrive trop tard pour moi. C'est que des outils mis en place pour. Je me lâche un peu parce que non, normalement, j'ai pas trop le droit de dire ça quand je présente le Lean en entreprise générale, mais ça arrive trop tard. C'est que des outils pour rattraper du retard, en fait. Mm. Si on veut que tout soit calé, que les poutres arrivent au bon moment, au bon endroit, les poteaux arrivent au bon moment, au bon endroit, qu'on ait les plans, qu'on ait tout ça, il faut déjà structurer la base des bases, c'est-à-dire les liens qui nous lient entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les bureaux d'études, les entreprises générales, nos sous-traitants, les macrolos s'il y a des macrolos. Enfin bon, c'est un joyeux bordel, quoi. Euh, Voilà. et tu penses ça, dire, à l'échelle du projet ou même à une échelle encore plus Ah, mais importante? si on prend un projet, c'est un énorme bazar. Je Mm. suis dans l'étude du process de conception-construction. Enfin, c'est des schizophrènes, quoi. On fait ça, non, attends, on fait ça, attends, mais si on fait ça, il faut modifier ça. Attends, machin. Voilà. Mais je pense que Vincent pourra mieux en parler que moi. Mais, euh, mais, euh, mais c'est hyper compliqué, quoi. Et Mais, c'est hyper compliqué pour peu de choses. Hein, une chose peut rendre le truc hyper compliqué. mais tu penses aussi à la notion d'échelle, on va dire, quand tu parles côté morcelé, ça peut être morcelé au niveau, on va dire, des acteurs, mais ça peut être morcelé aussi au niveau des projets, hein. C'est un sujet dont on entend parler sur la rénovation thermique, c'est-à-dire peut-être pas travailler au niveau de projets, on va dire, de petits projets, mais être plus large, on va dire, Ah bah ouais, ouais, ouais. dans des équipes. Bah ouais. Mais même dans ce bazar-là, on arrive à faire des choses. Il y a Energy Sprong, il y a des façades thermiques préfabriquées, il y a le hors-site, il y a toutes ces choses-là. Mais je pense que déjà, si on veut faire du vrai lean et avoir une vraie culture lean, il faut déjà s'attaquer à la nature même de ce qu'est la construction, quoi. Mathieu, tu avais levé la main? Ouais, ouais. Bah, du coup, il y a deux contextes. Il y a ce contexte du lean sur un projet de construction et il y a le contexte enfin, il y a le lean dans l'organisation interne de Outils la et structure. culture. Ouais. Autant, donc, sur la partie projet de construction, je suis d'accord avec Quentin, effectivement, c'est, je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Par contre, sur la partie interne organisationnelle, au final, je trouve que le contexte, il est déjà vachement favorable. En fait, il y a plein d'aides, de constructistes. N'importe quelle entreprise aujourd'hui, si elle veut se faire former au Lean, ça lui coûte pas grand-chose. Ce qui manque, c'est de la promotion et souvent des exemples concrets, quoi. C'est-à-dire que on n'arrive pas encore, et à chaque fois, ce matin encore, là, au truc avec la CARSAT,
tout le monde est d'accord, tout le monde est sur les constats et tout, et dès qu'il faut s'y mettre, bah, c'est un peu le petit schéma. À chaque fois, je leur remets le schéma, voilà, hein, qui veut du changement, qui veut changer, puis qui veut conduire le changement. Et ce matin, ils étaient plus que deux. On était sur les tests sur chantier et tout ça, bah, il y avait plus personne, quoi. Alors les mecs, ils viennent tous prendre de l'information, et puis quand il faut faire, bah, il n'y a plus rien. Mais sinon, le contexte en entreprise, enfin, entreprise ou bureau d'études ou architecte et tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Je veux dire, ils sont même, il y a même beaucoup d'aides pour ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, C'est clair. sur chantier, les habitudes sont dures. Après, si tu veux des exemples, moi j'en ai plein, hein. Oui, mais des exemples qui fonctionnent. Des exemples qui fonctionnent, oui, j'en ai. Laure, toujours sur la partie un peu contexte. Ouais, il y a enfin, une réflexion qui me vient comme ça quand on en discute, mais il y a aussi le fait enfin, des architectes qui nous changent tout, enfin, qui réinventent le monde à chaque fois. Et je pense que dans l'industrie, les designers sont pas moins créatifs que nos architectes. Et pourtant, à chaque chantier, il faut réinventer le monde, quoi. On a encore à redévelopper des process, redévelopper des. Comme je vois en menuiserie, il y a encore des archis. Là, les 3 derniers chantiers, on est obligé de faire de la conception parce que ça n'existe pas ce qu'ils veulent sur le marché. Et alors que je me dis que les designers, enfin, c'est quand même aussi des mecs hyper créatifs et pourtant on arrive à faire du lean malgré leur créativité. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi on n'y arrive pas avec nos archis, mais voilà, c'est une réflexion Et comme ça. en usine, les designers, ils sont internes. Donc ils écoutent Ouais, peut-être, mais pourtant, on ce a que quand même des Pininfarina, choses. il dit, quoi. Alors, Tu c'est vois. vrai que j'ai cette souvenir-là d'avoir visité un chantier en conception-réalisation de chez Bouygues un lycée en construction modulaire. Et du coup, effectivement, l'architecte était un architecte payé par Bouygues. Ce qui change effectivement, du coup, effectivement, quelque part un peu les prétentions architecturales. Dire, forcément, je m'adapte un petit peu plus au process, quoi. Ah, mais Mais, pourtant, ils sont quand même mais- créatifs. Les voitures, elles arrêtent pas de changer. Tout change. Même un frigo, aujourd'hui, ils ont de la gueule, nos frigos. Si on parlait des non, mais la frigos. notion, effectivement, Mais, d'intégration dans le processus de fabrication. Ouais. euh, Paul? Oui, merci Romain pour cette présentation. Moi, j'ai une question en termes d'efficacité des démarches. On a souvent le sentiment, avec, je pense, avec les gens qui sont présents aujourd'hui à ce café ligne, que un certain nombre de démarches qu'on peut faire ce sont des coups dans l'eau et comme disait Quentin tout à l'heure, en fait ça aurait été bien, enfin ça aura fait un peu de bien sur le moment, mais en fait on n'aura pas vraiment fait évoluer les choses à la base pour que des problèmes ou des situations problématiques ne surviennent plus. Donc je me pose une question, donc toi qui es dans un secteur industriel, est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que tu as l'impression que l'industrie, une fois que tu lances une démarche Lean, il y a plus de chances qu'elle aboutisse et qu'elle s'ancre? Ou est-ce que culturellement, même si la culture est un petit peu différente et peut-être déjà plus mature en termes de méthode d'organisation, est-ce que tu as, est-ce que tu le sentiment que ça prend plus, en fait? On pourrait peut-être partir de là avant de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux dans le bâtiment. Est-ce que dans l'industrie, c'est si facile, en fait? Voilà. C'est ça la question que je me pose. Tu pars déjà sur la notion de culture, là. Mais on peut aborder ça. Ouais. Alors, de culture ou plutôt de réussite, hein, parce que euh, c'est pas forcément, ok, c'est lié, mais l'un peut aller sans l'autre pendant un court moment. Donc ouais, dans l'industrie, non, c'est pas tout beau, tout rose, hein, bien évidemment. Il y a aussi tout plein de complexité. Euh, je rebondis un peu sur, on parle beaucoup là des architectes là, avec du design et tout. Donc là, c'est vraiment, on va dire, enfin, c'est à la base, quoi. C'est vraiment la demande client. Euh, dans l'industrie, enfin, on va retrouver voilà les similitudes. Là, on reprend un peu. Bon, la voiture, c'est un mauvais exemple, je pense, parce que c'est tellement standardisé, surstandardisé. Un pare-choc, en vrai, c'est pareil. Vous allez derrière, en fait, c'est juste le design, la forme qui va changer, mais un pare-choc, c'est un pare-choc, et ça changera rien. Si on prend des choses un petit peu plus complexes dans des domaines là où ils ont installé du lean, vous pouvez prendre l'énergie, le secteur de l'énergie avec la fabrication, par exemple, de centrales nucléaires, des choses comme ça. Eux, ils arrivent à mettre en place du lean.
D'accord? Après, bien sûr, c'est pas la même chose hein, qu'une ligne de production, des choses comme ça, mais on arrive à mettre des principes du Lean, tout un système d'organisation, donc voilà, d'anticipation, de préparation, de tout ce qui est tout ce qui est gestion, pour justement anticiper un petit peu tous les problèmes qu'on pourrait avoir. On travaille aussi beaucoup avec des bureaux d'études là dans le développement. Et ils ont une multitude de processus à l'intérieur. Vous avez bah, les dessinateurs, vous avez les personnes qui vont justement réfléchir à toute la conception mécanique, les choses comme ça. Euh, donc, et après, j'ai oublié ta question, du coup, pardon. Cool. Ma question, c'était est-ce qu'il y a un sentiment que ça prend plus vite ou que ça prend plus fort que ce qu'on peut décrire tout à l'heure avec Tampa? Non, pas forcément. Ça prend du temps. Ça prend du temps. À chaque fois, on travaille avec nos clients pendant à peu près un an et demi. Euh, et on travaille beaucoup d'abord avec les personnes là, qui sont dans l'usine. Et c'est dans un deuxième temps qu'on va se rapprocher après plus du côté du client, là où vraiment on va avoir bah, la définition du besoin ou des choses comme ça. Marie, tu voulais intervenir? Ouais, moi, en fait, je voulais rajouter en fait sur l'idée de se dire que chacun, enfin l'organisation actuelle, je sais pas si c'est en termes de contrat, mais en tout cas l'organisation actuelle du bâtiment fait que c'est compliqué et en fait de se dire mais si on veut faire du lean, c'est qu'on veut changer un peu l'organisation, le travail des opérateurs. Alors ça peut être sur le chantier comme dans les bureaux d'études. Et finalement, est-ce qu'on s'est posé la question? Aujourd'hui, on a des gens, des opérateurs qui font et qui sont autonomes et qui savent aussi, entre guillemets, réfléchir, hein, qui savent s'adapter parce qu'on est souvent dans une culture de l'urgence, donc ils savent s'adapter. Et est-ce qu'on s'est posé la question de se dire, en fait, pour que ça prenne, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme métier, comme gens, finalement, qui font, quels sont les nouveaux métiers, les nouveaux acteurs qu'on devrait voir apparaître pour faire du lean? Euh, Est-ce qu'on est du coup, effectivement, on parlait de tout à l'heure de notion de team leader. Ça peut être quelque chose, je dirais, Parce la que voilà, réflexion de dire, ouais, ouais. moi je connais que le BTP, je ne sais pas du tout comment c'est organisé dans l'industrie, entre guillemets. Mais voilà, des opérateurs sur une chaîne de production, en fait, c'est quoi vraiment leur mission et leur fonction par rapport à si on fait un parallèle avec un compagnon sur un chantier? Est-ce que c'est exactement la même chose? Enfin, voilà. Et est-ce que cette organisation-là, on ne s'est pas dit, c'est comme ça qu'il faudrait la repenser? Alors, c'est peut-être des questions un peu dures en se disant, en fait, les métiers d'aujourd'hui, c'est plus ceux de demain dans le BTP, si on veut vraiment passer au lean, mais Ben, c'est peut-être plus ça. je pense que ça répond peut-être effectivement, enfin, ce que tu veux dire, c'est comment est-ce que vraiment là au niveau du terrain, la culture lean, elle est présente. Et alors peut-être que Romain, effectivement, tu as parlé de team leader tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être un Moi, je des peux expliquer. aspects qui est travaillé dans l'industrie pour que ça impacte effectivement le terrain. Je peux expliquer rapidement sur dans l'industrie là ce qu'on met en place avec les principes du Lean là, c'est chacun vraiment a son standard de travail, chacun voilà a des tâches qui sont bien définies. Donc les personnes qui font de la logistique, qui sont dans la logistique, elles font la logistique. Les personnes qui vont sur la ligne d'assemblage, ils font l'assemblage. Voilà, les personnes en fait elles vont pas bah, faire elles-mêmes de la logistique ou gérer les problèmes qui vont leur arriver. Chacun a vraiment sa tâche définie et le team leader, c'est en fait une personne, entre guillemets, qui fait rien, mais qui vient en fait, dès qu'il y a un problème, il vient intervenir sur la ligne et filer en fait un coup de main. Comme ça, bah, l'organisation standard qui est définie, bah, elle reste comme c'est prévu. Et c'est cette personne-là en fait qui vient gérer les aléas. Je parle moi avec ma compagne là, qui travaille dans l'architecture bon, d'intérieur, mais qui s'occupe aussi de chantiers, un peu des chantiers. J'ai toujours l'idée à préparer, je ne sais pas si c'est possible, parce que je connais très peu ce secteur, mais d'avoir par exemple une société en plus, d'accord, qui vient bah, justement un peu régler tous ces aléas, qui vient régler tous ces aléas. Après, bien sûr, il faut voir ce qui est possible de faire, parce que comme je vous dis, je connais pas. Il y a des entreprises qui sont On l'a organisées déjà, comme ça, ouais. hein, des C'est entreprises l'OPC. dans l'électricité, la plomberie, le chauffage, il y a des services dédiés au dépannage, où il y a en maçonnerie, il y a des gars qui sont dédiés uniquement à ce qu'ils appellent le bricolage. C'est gérer les merdes, quoi. Ces gars-là, Les ils Corvoyeurs. que pour gérer les merdes, quoi. Alors, en général, ils restent pas longtemps parce qu'ils mettent les meilleurs dans ce truc-là.
Et les gars, ils ont pas du tout envie de faire ça parce que ils se disent, mais moi, en fait, je fais que des merdes toute la journée, quoi. Ouais. Et Voilà. aujourd'hui, par exemple, le team lead, là, ce que j'entends, c'est que c'est de temps en temps, voilà, on vient intervenir comme ça. Le team leader, c'est tous les jours. C'est parce que tous les jours, il y a des problèmes. On sait, tout le monde le sait, tous les jours, il y a des problèmes. Il y a sûrement quelque Ah, chose à on l'a. inventer parce que c'est vrai que dans la construction, souvent, enfin pour une entreprise, les équipes sont à gauche, à droite, c'est des petites équipes. C'est difficile d'imaginer par équipe ou quelqu'un qui est comme ça. Par contre, je me souviens de quand on avait fait la visite chez Soditel, où chez Soditel, ils avaient inventé ces notions un peu de leader, effectivement, dans chaque équipe par métier. Voilà, il avait plusieurs métiers. Il avait voilà, aussi pour la logistique, pour l'électricien. Chacun avait un peu ce rôle qui n'était pas un rôle, on va dire, de dépanneur ou de venir renforcer ou de traiter les problèmes, mais plutôt quelqu'un qui était là pour accompagner, on va dire, toute la démarche d'amélioration. Et quand il y avait un problème, comment remonter le problème, le traiter, mais c'était quelqu'un du terrain. Et il y avait vraiment voilà, dans cette culture, il y a peut-être quelque chose à inventer qui est peut-être un parallèle, on va dire, une mission pas tout à fait pas forcément celle que tu décris, mais peut-être quelque chose qui pourrait ressembler, on va dire, à ça, en tout cas pour répondre à la problématique que soulève Marie, qui est l'impact, on va dire, du lean dans les équipes. Dans nos organisations actuelles, oui, c'est ça. Mais C'est qu'aujourd'hui, on reste avec nos organisations et on se dit on va faire du lean, mais c'est peut-être l'organisation actuelle qu'il faut réimaginer, quoi. on reste en secteur Maintenant, organisé quand même. Enfin, il y a un certain. Alors, on est très pyramidal, mais il y a un certain niveau de hiérarchie. Il y a des team leaders qui sont censés être des responsables de chantier pour gérer leur chantier, livrer dans le bon délai, dans les bons coups, sans accident, avec la bonne qualité, en limitant les OPR. On est censé avoir un système qui limite ou qui gère les interactions entre les centaines de sous-traitants qu'on peut avoir sur un chantier et les problèmes qui peuvent remonter du terrain. On a quand même un petit peu ça, et après, sur les plus grosses opérations, on a quand même un mec qui est un OPC, qui est censé gérer la coactivité entre tout le monde et piloter le planning. C'est juste qu'on ne sait pas faire. Mais on a plus ou moins la structure qui permet de faire ça. Je reviens juste sur un petit truc sur les architectes. Euh, je vais peut-être paraître péjoratif pour tout le monde, mais un bâtiment, c'est des verticaux et des horizontaux, ça on sait faire. C'est les façades, hein, la signature de l'architecte, grosso modo. C'est ça qui change tout le temps. Je sais pas si. aujourd'hui, il y a des mecs avec des bungalows et trois bouts de bois. On fait des bâtiments, des cabinets médicaux ou des trucs du petit tertiaire ou de l'extérieur. Avant de s'approcher, on voit pas que c'est des bungalows, quoi. Mhm, Juste en traitant la façade, hein. mhm. Mais tu vois, par exemple, dans des, dans des, comment ça s'appelle, dans des filiales, dans une filiale qu'on a à Toulouse, ils construisent toujours la même chose. Poteau, poutre, prédale, coulage dalle de compression, façade brique, et c'est toujours la même chose. Et même là, dans ce contexte-là, c'est difficile à standardiser une façon de faire. Après, pour Approche. les archis, c'est qu'ils se retrouvent, comme ils savent pas avec quelle gros œuvre ils vont bosser, il y a certains gros œuvres qui sont plus spécialisés dans du coulé en place, d'autres qui vont plutôt vouloir faire de la prédale parce qu'ils sont plus adaptés à faire ça, et les prix changent par rapport à ça. Et sans savoir à l'avance qui va intervenir, au final, Mhm, on retrouve, d'habitude on fait toujours comme ça parce que c'est toujours le même maçon. Puis là, ça change de maçon, puis le mec en égo, il dit, par contre, moi je fais pas ça, moi je fais du coulé en place. Et ça peut avoir un impact, ou les balcons, il y a toujours, je sais pas Thibaut, on a toujours cette problématique de balcon, à quelle hauteur on les met. Ça revient sur tous les chantiers. Et il n'y en a pas encore, en 2 ans avec le même d'ouvrage, on n'arrive pas à trouver une solution qui soit standardisée, parce que les maçons font jamais la même, il y en a, ils préconisent pas la même solution, quoi. Mais même sur ce sujet-là de standardisation, Vinci s'est cassé la gueule. Enfin, à l'époque où j'étais chez Vinci, on a essayé hein, le low cost qu'ils ont appelé au début, qu'ils ont rappelé le new cost, et après Primavera, je crois qu'ils ont changé de nom. Le but était de faire toujours la même chose, tout le temps le même projet, et juste des modules qu'on rajoutait en fonction du nombre de logements qu'on avait besoin. Ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a toujours une mairie, parce que c'était beaucoup de logements en accession ou d'étudiants, qui dit non, moi je préfère une façade comme ça. L'archi qui dit non, moi ça me plaît pas. Ça n'a jamais marché, ça a carrément été abandonné. Alors que ça a mhm. été quasiment 10 ans
d'essais, enfin de réflexion et d'essais et de chantier, quoi. Et finalement, c'est abandonné. Primavera, il n'y en a plus aujourd'hui. Est-ce que Ouais, mais là, sans. c'est un problème de quoi? De culture sur la standardisation ou un problème de D'esthétique. contexte? D'esthétique, Non, beaucoup. Il n'y a pas que, il y a pas que l'esthétique. Moi, en Ah bah, 2006, Olivier va pouvoir nous répondre là-dessus. Ouais. je suis architecte, alors, du coup, je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Ouais. Le problème qu'on a dès qu'on arrive sur un site et qui bloque en fait un modèle de standardisation, c'est que on a des règlements d'urbanisme, enfin on a un Hmm, tas de règlements qui nous bien sûr. contraignent, qui sont d'urbanisme, qui sont des problèmes d'infiltration, qui sont des problèmes parfois d'ABF, qui changent en fonction de la personne. En fait, chaque lieu, en fait, on peut rien prédire à l'avance. C'est qu'un paquet d'aléas. Alors, puis en plus, je crois que plus les années viennent et plus ça devient un paquet d'aléas monstrueux. Bien sûr. Et en fait, on multiplie les aléas. Et effectivement, on peut jamais anticiper à un endroit. Ça peut être le délire d'un maire, ça peut être. En fait, on est contraint par toutes ces données d'entrée là qui arrivent et qui, effectivement, la standardisation, elle est quasiment il morte en terre, enfin, sur des grands principes, mais elle est quasiment il morte n'y a en pas terre. En fait, on peut Mais jamais. en termes de structure, de structurel, on est capable d'avoir Ouais, mais des tu vois, poteaux enfin, de prédale, Thibault le Pas disait tant que ça, hein. justement tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est enfin, nous, on est confronté. Alors, quand on est en amont, quand on fait pas partie de l'équipe de conception-réalisation, beaucoup plus facile. Quand on fait partie de l'équipe de conception-réalisation, hmm, d'anticiper ce genre de choses et de penser le bâtiment comment il va être hmm, construit. Mais c'est vrai qu'en amont, bah, entre l'entreprise X qui va te répondre en béton coulé en place, l'autre qui va te dire, moi non, hmm, je vais faire du pré-mur, moi je vais faire de la préforme. Eh ben là, et on dessine pas le bâtiment de la même manière. Enfin, je sais que nous, à l'agence, on est super friands de ce genre de trucs parce qu'en fait, on adore avoir cette contrainte-là supplémentaire. En plus, on me dit, nous, moi, je veux construire en tel mode de constructif, en ossature bois, ou en prémur. hmm. Voilà, on va faire le projet parce que c'est comme ça qu'on va optimiser le truc. La donnée d'entrée est hyper intéressante. Et c'est vrai que qu'en amont, quand tu sais pas, bah, en fait, tu es comme un con. Bah, tu te dis, bah, je vais faire en traditionnel, et puis, bah, Inch'Allah, on verra bien ce que ça va donner. Puis, bah, s'il faut modifier, on modifiera le projet entre-temps. Mais Mhm. c'est C'est-à-dire que vrai que dans toutes les contextuellement, conférences, voilà, l'environnement urbain rend difficile la standardisation systématique. Néanmoins, si on changeait le mode de collaboration et de fonctionnement entre les architectes et puis les faiseurs, on ouais, pourrait aller quand même vers plus de standardisation et d'adaptation. ouais. Bah, Euh, la ouais. conception-réalisation, c'est franchement, enfin, nous, c'est quelque chose, c'est un modèle qu'on aime et qu'on apprécie parce qu'en fait, justement, il offre cette possibilité-là, en fait. Enfin, après, faut qu'on soit en capacité d'échange. Enfin, voilà, faut que l'un et l'autre, on puisse s'écouter, se comprendre les besoins industriels, enfin, je dirais industriels, construction constructive de l'entreprise et nous, pour qu'on puisse aussi transmettre nos contraintes qui sont bah, réglementaires et contextuelles. Mais à partir de ce moment où on arrive à faire ça, c'est vrai que c'est le plus simple. Enfin, honnêtement, c'est le modèle quand même le plus optimum. Enfin, Mhm. On arrive déjà vers 17 heures. Vincent, tu as la main levée depuis tout à l'heure. Je te laisse une dernière réflexion. Je trouve qu'entre l'industrie et la construction, il y a en effet la question de c'est pas juste un B2B entre un moment une sorte d'industriel qui va pouvoir travailler avec des sous-traitants et un client, parce qu'il y a en effet un architecte, mais il y a surtout des parties prenantes. Et que, comme disait monsieur l'architecte, que je ne connaissais pas, pardon, mais ces parties prenantes-là peuvent être assez problématiques et exigeantes avec des demandes qui sont complètement, des fois, ubuesques. Puis on a aussi autre chose, c'est qu'on a quand même, on n'a pas que une réglementation sur des matériaux, on a une réglementation sur des exigences environnementales et de carbone qui fait que cette réglementation-là, qui est tellement lourde, honnêtement, en conception, quand nous on travaille sur des projets, on a 6 certifications différentes. Suivant les sujets, on peut être RT élément, RT existant, RT global. C'est vraiment très lourd. Et cette réglementation-là, elle n'aide pas du tout, quoi. Et après, moi, je fais beaucoup de conception-réalisation. Je suis pas du tout convaincu par ça parce que ça donne un poids en fait au constructeur qui me semble démesuré par rapport au poids du concepteur et que c'est le concepteur qui va vraiment améliorer le coût et la conception globale. Il le fait avec un partenaire, c'est très bien, mais ça vient de lui. C'est pas le constructeur qui va améliorer ça. Sinon, à ce moment-là, on resterait dans un mode loi-mop classique. Donc, en effet, je trouve que la première remarque qu'avait dit Quentin en disant c'est d'abord la question du contrat
pour moi, elle est primordiale. Le fait à un moment de trouver un contrat qui soit plus cohérent entre un concepteur, un constructeur et son client, bah, ça permettra à un moment d'être, je pense, plus axé sur le projet. Est-ce que ça dépend pas du mandataire de la conception-réalisation? Parce que moi, j'avais fait 3 projets similaires avec 3 conceptions-réalisations avec 3 groupements différents. Et il y en avait un où c'était l'architecte qui avait pris le dessus, un autre où c'était le constructeur qui avait pris le dessus, et les résultats étaient, avec le même cahier des charges, étaient complètement différents et les objectifs atteints, mais pas du tout de la même manière. Ouais. Bah, pour moi, en conception-construction, c'est toujours le mandataire, c'est toujours l'entreprise, parce que c'est elle qui a la plus grosse part, hein. Donc, Moi, j'ai eu des mandataires qui étaient les architectes ou les bureaux d'études. ouais. Mandataire du groupement en conception et en réalisation, Ouais. bah, disons qu'ils ont les reins pour ça, quoi. Bah, écoute, je sais Ouais. pas. Là, on vient d'en faire, là, on vient d'en faire un, conception-réalisation pour l'armée avec un major. Franchement, ça s'est passé en toute intelligence. Enfin, c'est chacun ça. Effectivement, nous, on a endossé un rôle un peu important, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu on avait un bureau d'études qui était un peu défaillant, il a fallu qu'on manage un peu notre bureau d'études, notamment sur les questions de thermique et, enfin, voilà, de performance thermique, notamment. Bah, c'est vrai que ça a été, ouais, bah, on s'est fait confiance l'un et l'autre, quoi. Il y avait vraiment un rapport de confiance entre l'entreprise et nous, et puis bah, c'est nous qui avons tiré un peu qui avons tiré un peu la charrette pour que ça avance. Mais voilà, enfin voilà, le lead il s'est fait un peu naturellement comme ça, et c'est vrai que pour l'instant, nous on n'a jamais vécu. Enfin si une fois on est tombé sur je pense, un ingénieur qui avait des comptes à régler avec les architectes qui ont profité d'un projet pour régler ses comptes. Mais bon, c'était anecdotique. Mais sinon, la plupart du temps, en général, souvent on arrive quand même à être entendu. Enfin, moi, je trouve qu'on a assez plutôt entendu. Et bon, après, c'est peut-être aussi parce qu'à l'agence, on n'est pas trop, on n'a pas un ego surdimensionné, un boulard impossible avec, on n'a pas une écriture architecturale qui vaut un prix de heure. Donc peut-être que c'est peut-être aussi ça qui fait on est un peu plus humble et puis on est plus à l'écoute des entreprises et peut-être que le dialogue il se fait plus facilement comme ça. Mais je trouve que pour moi, c'est un format pour l'instant pour lequel j'ai, dit par une fois, on rencontre pas vraiment de problème. Je trouve que c'est même enfin, même plutôt enrichissant de l'un, enfin, d'un côté comme de l'autre. Effectivement, nous, ça nous oblige à bah, nous infléchir sur des délires d'architecte, mais je me suis vu aussi à arrêter des délires de conducteurs de travaux en leur disant, vous êtes en train de me faire des détails à la con, là. C'est en train de coûter 15 000 balles, ça va vous coûter 15 000 balles. C'est en train de nous faire perdre du temps. On est tous là pour gagner de l'argent. On va arrêter votre détail. Il n'y a personne qui le verra. On laisse tomber. On m'a déjà rétorqué quand j'étais un architecte un peu bizarre. Mais, à part ça, enfin, non, je trouve que c'est un format qui colle bien. Les clients commencent un peu enfin, ils sont un peu défiants par rapport à ça parce que bah voilà, l'image qu'il y a derrière, c'est les entreprises générales se gavent de 15%. C'est un peu l'image 15 à 20%, c'est un peu l'image qui s'en dégage. Mais à part ça, je trouve que le format, moi, aujourd'hui, c'est un des plus performants, enfin, un des plus rapides. Là, on a fait une conception-réalisation sur APS, on a sorti un APS en un mois et demi sur un projet de 10 millions d'euros. Fallait, fallait pas rien lâcher, il fallait aller vite, quoi. Et on a réussi à aller vite et j'étais plutôt, enfin, c'est pour ça que je trouve que le format, il marche plutôt bien.